Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode des Chroniques de l'Histoire de France, nous allons aller dans la période centrale du Moyen-Âge, parler de l'avènement des Carolingiens et de Charlemagne, celui qui va devenir le grand empereur d'Occident. Cela fait bientôt 200 ans que la dynastie des Mérovingiens règne sans partage sur le royaume des Francs, fondé par Clovis. Néanmoins, leur puissance a commencé à décroître dû principalement aux grandes luttes fratricides et aux querelles d'héritage. Maintenant, le pouvoir est détenu réellement par les puissants maires de palais, l'équivalent des ducs. L'un d'entre eux, nommé Charles Martel, le grand-père du futur Charlemagne, est désormais l'unique maire de palais des royaumes d'Austrasie, de Neustrie et de Burgondie réunis. Il est le véritable maître du pouvoir alors que le roi en place, Thierry IV le Mérovingien, n'est qu'un enfant de 10 ans. Il décide de restaurer la puissance des Francs et s'appuie sur les grandes familles aristocratiques de l'époque. Il s'assure bien évidemment le soutien de l'Église, ce qui était absolument impératif à cette époque. L'un des événements marquants de la puissance de Charles Martel sera de repousser les invasions musulmanes dans la grande bataille de Poitiers qui aura lieu en 732. Il va encore une fois affirmer son pouvoir. Son fils, Pépin le Bref, va lui succéder en tant que maire de palais. Mais ce dernier ne va pas se contenter de sa situation de maire de palais et va faire valoir que celui qui possède les vraies rênes du pouvoir doit être roi. Il va donc déposer, avec le soutien de l'église de Rome, le roi mérovingien Childéric III et va se faire couronner roi de tous les Francs. Par la suite, en 754, le pape Étienne II lui octroya officiellement le titre de roi des Francs. Le caractère religieux était indispensable et cela lui donnait une certaine légitimité. Le royaume est de nouveau uni car Pépin le Bref va mener de nombreuses guerres au sein même de son royaume et étendre les frontières afin de pacifier les territoires. Lorsqu'il va mourir en 768, il va suivre la loi salique et partager son royaume entre ses deux fils Charles et Carloman. Tous les tableaux qui nous présentent Charles Ier le présentent avec une barbe très généreuse, et ceci était totalement faux, il était totalement imberbe, mais avait les cheveux très longs en l'occurrence. Ce n'est pas étonnant qu'il ait voulu se représenter comme ceci, en tradition filiale avec les Mérovingiens, qui étaient soi-disant les rois de faits divins, et qui avaient une barbe très fleurie, on disait les rois chevelus. Il n'est pas étonnant que les Carolingiens aient voulu reprendre la tradition. De plus, il faut préciser que Charles Ier va immédiatement prendre le titre de Charles le Grand. Un petit peu mégalo quand même le Charles. Les deux frères héritiers ne s'entendent guère, cela promet des discordes dans le royaume, suivant tout à fait la coutume mérovingienne. Charles obtint l'Austrasie et le nord de la Neustrie. Il se fit sacrer roi à Noyon. Carloman le second obtenait le sud de la Neustrie, la Burgondie, la Provence et siégeait à Soissons. Les problèmes vont commencer en 769 lorsque l'Aquitaine va entrer en révolte ouverte contre Charles. Ce dernier va tout naturellement demander l'aide de son frère pour pacifier l'Aquitaine, mais Carloman va lui refuser. Alors Charles prend les armes seul, mais va convaincre les Gascons, les Basques, de lui livrer le duc rebelle. Cela va mettre fin à la révolte. Mais en 770, c'est la Lombardie qui va commencer à poser des problèmes. Alors la veuve de Pépin, Bertrade, ou surnommée Berthe au Grand-Pied, organisera un mariage pour calmer les tensions entre Charles et Désirée, la fille du roi des Lombards, Didier. Mais les deux frères ne s'entendent toujours pas, et c'est finalement grâce à la mort de Carloman en 771 que tous les problèmes vont se régler. Charles destitue tout naturellement l'héritage de ses neveux, qui s'enfuient avec Gerbège, une autre fille du roi des Lombards et la femme de Carloman. Mais Charles, en usurpant le trône de ses neveux, va se faire proclamer l'unique roi de tous les Francs et éviter les querelles de succession comme l'avaient vécu les Mérovingiens avant lui. Les relations entre Didier le roi des Lombards et Charles le roi des Francs va vite se dégrader. De plus, Charles avait répudié Désirée, officiellement parce qu'elle était stérile, mais la vraie raison est qu'il la trouvait très laide. Le pape de Rome, Adrien Ier, se réjouit de cette opportunité et comme l'avait fait son prédécesseur, il demanda l'aide officielle du roi des Francs afin de protéger les états pontificaux de la menace permanente des Lombards. D'autant plus que Didier le roi des Lombards voulait réhabiliter les fils de Carloman sur le trône des Francs.
Charlemagne avait alors un double prétexte pour traverser les Alpes avec son armée. Il défia les Lombards qui se réfugièrent dans la ville de Pavie, capitale de leur royaume. En 774, la ville va tomber et Charles prit officiellement le titre de roi des Francs et des Lombards. Il fit alors une entrée triomphale dans la capitale, coiffé d'une couronne de fer dont, d'après la légende, le fermoir avait été forgé à partir de l'un des clous de la vraie croix du Christ. Dans la société du Moyen-Âge, la guerre était une activité totalement omniprésente, voire considérée comme nécessaire. Les raisons en étaient totalement diverses, remettre un comte dans le droit chemin ou remettre un duc au pas, conquérir de nouveaux territoires, amasser un butin et bien évidemment punir ou soumettre les infidèles. Lors du règne de Charlemagne, les années de paix peuvent se compter sur les doigts d'une main. Mais les difficultés de Charlemagne n'allaient pas s'arrêter là. Tout au long de son règne, il vécut les plus grandes difficultés avec les Saxons, des adversaires absolument terribles qui refusaient totalement l'évangélisation de leur peuple et n'étaient pas les derniers à prendre l'épée afin de faire valoir leurs droits. Ils profitèrent de la campagne de Lombardie afin de lever une armée et de se révolter contre le pouvoir en place. Ils avaient été pacifiés par Pépin le Bref, mais se révoltèrent encore de nouveau. Ils seront battus et promettent finalement de se convertir au christianisme, mais cela n'était que partie remise. Charlemagne, qui d'ailleurs ne leur faisait pas du tout confiance, prit de nombreux otages, mais cela n'avait pas du tout empêché les révoltes de recommencer. Depuis près d'un siècle, le monde chrétien était menacé par les Maures ou les musulmans, qui contrôlaient toute l'Espagne. Le pape avait invité tous les seigneurs chrétiens à se défendre contre ce danger permanent. Charlemagne, bien évidemment, était le fer de lance de l'Église. Il n'avait pas l'intention de conquérir l'Espagne, il avait conscience de la différence entre les deux mondes. De plus, il admirait particulièrement la civilisation islamique, qui était très avancée sur de nombreux domaines comme le commerce, les sciences, les arts. Toujours est-il que Charlemagne va traverser les Pyrénées et emmener son armée en Espagne. Il va prendre de nombreuses villes en Catalogne et notamment va saccager la ville de Pampelune. Ensuite, le gros de son armée va se replier pour rejoindre une nouvelle fois la Germanie, car devinez quoi, les Saxons se sont de nouveau rebellés. L'arrière-garde, qui protégeait le convoi, s'engagea alors dans la vallée des Pyrénées. Elle était commandée par Roland, comte de Bretagne, valeureux guerrier et neveu de Charlemagne. C'est alors que le 15 août 778, comme l'arrière-garde se trouvait dans l'étroit passage du col de Roncevaux, les Basques vont tendre une embuscade à la troupe franque. Le chevalier Roland ainsi que toute l'arrière-garde vont être massacrés. Une anecdote raconte que Charlemagne aurait été le détenteur de la Sainte Lance, ou plus précisément la lance de Longin, celle qui aurait tué le Christ sur la croix. Le soldat Longinus, converti au christianisme, se serait échappé dans ce qu'on appelle la Gaule moderne, et Charlemagne aurait possédé cette fameuse lance. Mythe ou légende, je ne peux pas vous dire bien évidemment. Une chose est sûre, toutes les guerres qu'il a engagées ont été victorieuses et on attribue ce pouvoir légendaire, la création de cette Europe moderne, à la Sainte Lance. On raconte également qu'au retour d'après la bataille de Roncevaux et la chanson de Roland, Charlemagne, par désespoir, aurait laissé tomber la Sainte Lance de son cheval et elle aurait donc disparu une nouvelle fois de l'histoire. Mais ceci est une autre légende que nous parlerons dans une autre vidéo. De retour en Germanie, Charlemagne dut affronter un puissant chef saxon, à savoir Widuking. Ce dernier avait réussi à assembler les clans saxons contre les armées des Francs, et avait même réussi à infliger des défaites à Charlemagne. Mais ce dernier avait toujours la plus puissante armée. Widuking dut alors s'échapper et se réfugier en territoire danois. Charlemagne avait la ferme intention d'annexer la Saxe à sa couronne, mais pour cela il devait soumettre définitivement les Saxons, ce qui était plus facile à dire qu'à faire, surtout que ces derniers commençaient à copier les tactiques et les méthodes militaires des chrétiens, ce qui n'était pas pour arranger les affaires de Charlemagne. Sans compter que le soulèvement des Saxons encouragea le duc de Bavière, Tassillon III, en 779 de refuser la couronne des Francs. Or, il sema le trouble dans la partie sud de la Germanie occupée par les Francs. Comme si Charlemagne n'avait que cela à faire, il dut venir mater les révoltes. C'est à l'issue de cette bataille que la Bavière sera intégrée au royaume en 788. Une chose importante à noter, Tassillon était considéré comme l'homme le plus riche d'Europe. Charlemagne lui-même n'était pas très fortuné, il distinguait d'ailleurs sa fortune personnelle du trésor royal. Ensuite, après la Bavière, il dut affronter les Avars, une peuplade d'origine mongole, tout comme les Huns qui s'étaient établis en Pannonie, la Hongrie. La guerre contre les Avars fut considérée comme particulièrement féroce, mais Charlemagne sortit vainqueur de cet affrontement et les territoires de Hongrie furent christianisés. De plus, le même sort sera réservé aux Slaves de Bohême. À la suite de ces guerres, de nombreux territoires à l'est, Germanie, Hongrie et Bohême, et même la Yougoslavie, furent arrachés des mains des barbares et christianisés par Charlemagne.
C'est le 25 décembre de l'an 800, à la basilique Saint-Pierre de Rome, que Charlemagne va acquérir le titre d'empereur des Romains, une sorte de promotion pour service rendu à l'église de Rome. Il se présente de cette façon comme, symboliquement, le continuateur de l'Empire romain d'Occident, et il abhorra à partir de ce moment le fameux aigle romain comme emblème. Les frontières du nouvel empire étaient déjà fortement consolidées et Charlemagne déplaça la capitale de l'empire à Aix-la-Chapelle en Germanie. Cette époque sera marquée par de grandes différences culturelles et religieuses entre les trois géants ou les trois puissants empires qui règnent sur le monde connu de cette époque. Tout d'abord, l'empire de Charlemagne et des Carolingiens, puis l'empire byzantin et enfin l'empire arabe en pleine expansion. Il n'y aura pas d'échanges maritimes ou culturels entre ces civilisations dû à de trop grandes différences, ce qui n'était pas le cas par exemple de l'empire romain d'autrefois qui régnait sur toute la Méditerranée. L'essor de la société carolingienne est principalement venu du servage, les serfs, qui n'étaient pas proprement considérés comme des esclaves, mais qui appartenaient néanmoins à leur seigneur. Ils vivaient dans des conditions précaires et avaient des tâches obligatoires au niveau agricole, artisanal et dans bien d'autres domaines. Ils travaillaient la terre pour le seigneur et n'en tiraient qu'un faible profit. L'époque du règne de Charlemagne correspondra également à une période historique que l'on va appeler la Renaissance carolingienne. On attribuera à Charlemagne la légende comme quoi il aurait inventé l'école, ce qui n'est pas vrai, l'école existait déjà depuis bien longtemps. Néanmoins, il va la démocratiser. Il trouvait que le style notamment des ecclésiastiques était particulièrement grossier. De ce fait, il implanta des écoles auprès des monastères et des abbayes, dans le but notamment d'apprendre l'écriture pour recopier les textes sacrés. Charlemagne se reposait beaucoup sur le pouvoir de l'Église. De ce fait, par la suite, l'éducation de l'Église passa par l'éducation du peuple. De plus, sous l'influence de l'art byzantin, nous allons voir fleurir une nouvelle architecture et de nouveaux arts, notamment la mosaïque, notamment à Aix-la-Chapelle, capitale du royaume. Charlemagne nous est connu principalement grâce à son biographe Eginhard, un historien contemporain de son époque. Charlemagne était un homme plutôt grand qui dépassait le mètre 90, il imposait le respect par sa vigueur et sa puissance sur le champ de bataille. Ses ennemis le craignaient davantage pour sa force physique que pour son intelligence. C'était un homme d'une réelle bonté qui se préoccupait du sort des plus faibles. Il était particulièrement ému lorsqu'il apprenait la mort d'un ami ou d'un proche. Il voit également un véritable culte à sa mère Bertrade. Il fut marié 4 fois et eut de nombreux enfants. Il leur donna d'ailleurs à chacun une éducation très complète. De plus, Charlemagne était un homme d'une grande piété, convaincu que Dieu avait confié au peuple franc la souveraineté et la tâche de répandre la foi chrétienne. C'est d'ailleurs souvent pour une cause religieuse qu'il passa son temps à combattre les barbares aussi bien au nord qu'au sud. Pour diriger le royaume, Charlemagne divisa l'empire en 200 comtés. Il créa également de nombreuses régions tampons destinées à protéger des invasions extérieures. C'est sous son règne que va naître la féodalité, où les vassaux vouent une allégeance sans borne à leur souverain légitime. Il continuera toutes les dernières années de son règne à combattre toujours les Saxons, les Sarrasins, les Grecs et encore les Danois, jusqu'en 1812 où l'empereur romain d'Orient, Michel Ier, reconnaîtra officiellement Charlemagne comme empereur romain d'Occident. Ce dernier va alors réellement penser à sa succession. Certains de ses fils vont mourir avant leur père. C'est alors son fils Louis le Pieux ou Louis Ier qui succédera officiellement à Charlemagne et sera sacré en 813 alors que son père est toujours en vie. Le grand empereur va mourir en 814, soit un an plus tard. Il sera inhumé à Aix-la-Chapelle, qui est la capitale de son empire. La dynastie des Carolingiens était née, néanmoins les empereurs qui vont suivre n'auront pas la prestance de Charlemagne. L'empire sera fragilisé et il y aura de nombreuses scissions ou de morcellement. Il faut savoir que l'empire de Charlemagne va donner la France moderne telle que l'on la connaît, mais va également donner naissance au Saint-Empire romain germanique. De ce fait, Charlemagne est à la fois le père de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee de l'émission pour soutenir la chaîne et à partager la vidéo bien évidemment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques de France et bien d'autres émissions sur la chaîne Arcana. À bientôt.